Alors bonjour à tous. Vous êtes déjà quelques-uns à être connectés pour suivre ce webinaire. Il n'est pas tout à fait l'heure ou à peine. Alors je vous propose qu'on attende peut-être quelques instants. Parcours la liste. Il y a quand même déjà pas mal de monde. Bon, il est 11 h, on va essayer d'être ponctuel. On a consacré 1 heure ce matin à ce webinaire. Donc on va démarrer tout de suite sans plus tarder. Je suis Rémi Baucher, chef de projet pour le réseau breton bâtiment durable. Bienvenue à chacun et chacune d'entre vous à ce webinaire qui va être dédié à l'énergie solaire, webinaire que nous vous proposons aujourd'hui en partenariat avec Atlansun. Ce sont donc deux réseaux qui s'adressent à vous aujourd'hui. D'une part, le réseau des acteurs professionnels de la filière solaire et le réseau breton bâtiment durable, le réseau des professionnels de la construction durable en Bretagne. Deux réseaux qui ont beaucoup à partager et à construire ensemble. C'est une première étape ce matin. Et nous allons probablement poursuivre dans les semaines et les mois qui vont venir. Donc l'objectif de cet échange ce matin, c'est vraiment de vous proposer un temps d'information qui se veut assez généraliste sur les filières solaires, solaire photovoltaïque et solaire thermique. Et notre idée à travers cela, c'est de commencer à faire émerger des besoins et des attentes, c'est-à-dire vos besoins et vos attentes, pour nous permettre ensuite de vous proposer des temps d'échange ou des ressources techniques ou des retours d'expérience ou autres sur les aspects qui vous intéressent prioritairement et vraiment plus particulièrement. Donc à cet effet, on vous diffusera à l'issue du webinaire d'une part les supports qui seront présentés et d'autre part un petit questionnaire pour recueillir l'ensemble de vos propositions et de vos attentes. Alors, avant de démarrer, je souhaite remercier Novabule qui nous met à disposition cette plateforme de webinaire ce matin et qui nous permet d'avoir un échange de qualité. Et si tout va bien, en principe, vous avez un espace pour poser vos questions en mode chat à côté de l'écran. Et si ça fonctionne bien, je vous invite à utiliser cet espace pour poser vos questions auprès des intervenants et on marquera quelques pauses au cours du déroulé du webinaire. Je profiterai de ces pauses pour faire remonter quelques-unes des questions qui auront été posées par ce biais-là. Et quoi qu'il en soit, on recueillera l'ensemble des questions et on y apportera une réponse par écrit a posteriori qu'on vous diffusera ultérieurement. Je ne vois pas, moi, pour l'instant, de questions. J'espère que ça va bien fonctionner. Si ça ne démarre pas tout de suite, on va en tout cas s'assurer. Il y a des personnes aux manettes techniques qui vont s'assurer que ça se met bien en place. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à Morin qui va animer donc ce webinaire et vous présenter les différents aspects des filières solaires. Je vous dis donc, oui, ça fonctionne bien, le chat fonctionne, merci beaucoup pour cette confirmation. Voilà, bonne présentation et à tout à l'heure pour les questions. Bien, merci Rémi. Bonjour à tous. Moran Guilhermi, je suis chargé de mission chez Atlansun, qui est le cluster Grand Ouest du solaire. On est présent sur les Pays de Loire depuis maintenant 2012 et en Bretagne depuis 2019. Et donc, c'est moi qui vais présenter un petit peu les opportunités du développement du solaire, de l'énergie solaire en fait en Bretagne. Durant cette petite heure. Je vais couper ma webcam afin de conserver le maximum de bandes passantes et surtout d'être sûr qu'au moins le son puisse passer. Donc, une rapide présentation. Donc, Atlansun, on est un groupement de professionnels du solaire avec bon nombre d'acteurs spécialisés dans les technologies, puisqu'on parle bien des deux technologies, le solaire thermique et le photovoltaïque. Et on a pour but d'être représenté et de représenter la filière sur le Grand Ouest. Donc, quand on parle de Grand Ouest, on parle des deux régions Bretagne et Pays de Loire, avec 4 axes forts de travail, à savoir la promotion en fait de l'énergie et des solutions connexes, le savoir-faire autour de
toujours de cette énergie, un centre de ressources, puisque bien évidemment, les technologies, les réglementations évoluent, et donc on essaye de collecter et de mettre à disposition effectivement le maximum d'éléments pour nos adhérents. Et puis on travaille aussi sur les évolutions, le solaire de demain, puisque la technologie évolue, les modes de valorisation aussi, et donc on essaye aussi d'anticiper tout cela. Notre ADN, c'est simple, hein, c'est une expertise métier autour du solaire, uniquement du solaire, sur la technologie photovoltaïque, communément appelée PV, et le solaire thermique, avec une identité territoriale qui est forte, puisqu'on ne reste que sur notre territoire, Bretagne et Pays de Loire. Notre but, effectivement, c'est de créer de la synergie, du lien, c'est de collaborer, puisque comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. On est là pour développer les technologies, développer les projets au service en fait du réseau d'acteurs des régions et des demandes liées à cette région-là. C'est quelque chose sur lequel on est très vigilant. Donc, comme je le disais en préambule, Atlansun, on créé en 2012, on intervient donc sur les 2 régions. Aujourd'hui, c'est à peu près 130 membres, 80 entreprises, 16 collectivités. On est une petite équipe, hein, on est 3 personnes localisées entre Nantes et Vannes. Moi, je suis le breton de l'équipe, donc je suis basé à Vannes, pour un budget d'à peu près 300 000 euros, avec un tiers en financement par nos membres, un tiers par les 2 régions, Bretagne, Pays de Loire, et un tiers par les 2 directions régionales, ADEME, Bretagne et Pays de Loire. On rentre dans le vif du sujet. Le contexte énergétique global, il est simple, c'est que sans le soleil, on ne serait rien. Et cette affiche qui a été développée et diffusée par l'État à destination en fait, des écoles, je trouve, elle a tout son sens et je la trouve pertinente parce qu'on l'oublie peut-être, mais effectivement, le soleil est la source de tout et que c'est la source aujourd'hui d'énergie qui est la plus intéressante et surtout celle qui nous amène le maximum d'énergie à disposition. Ça serait dommage de ne pas en tirer profit, et surtout qu'aujourd'hui, elle n'envoie pas de facture. Ramener au contexte énergétique global et de la ressource en énergie globale, en fait, on se rend compte par ce schéma que la consommation d'énergie mondiale aujourd'hui, c'est à peu près le carré bleu, que les ressources, alors après, ça peut être discuté et discutable, mais globalement, en termes d'échelle, on est à peu près sur ça. Donc, en noir, vert, marron et rouge, vous avez les ressources en principal énergies que nous utilisons. Et puis, tout ça est encadré très, très, très largement par un très, très grand carré qui correspond en fait à la ressource en énergie qu'on reçoit annuellement. Donc, autant dire qu'on a de la marge et qu'on peut vraiment, vraiment, vraiment valoriser le rayonnement que nous recevons. Je vais commencer à parler en préambule de la technologie du thermique. Le solaire thermique, à contrario du photovoltaïque, on n'est pas du tout sur 2 technologies et donc on n'est pas du tout sur 2 mêmes systèmes de captation de la chaleur. Le panneau solaire thermique, c'est un sandwich de plusieurs éléments. Vous en voyez une couple là ici présent. En gros, un cadre avec une vitre qui permet justement de laisser passer la lumière et le rayonnement et de la conserver un petit peu comme le pare-brise ou dans une véranda, la chaleur rentre et on essaie de la garder. Ça fait le principe de l'effet de serre. On essaie de maximiser l'effet de serre, donc la montée en température de l'air au sein même du capteur. Et puis, à l'intérieur de ce capteur, on a un réseau de tubes dans lequel circule un fluide et qui va se réchauffer en fait au contact du rayonnement direct reçu par le soleil et puis aussi de la montée en température du panneau. Dit autrement, c'est comme le tuyau d'arrosage qu'on laisse sur sa terrasse l'été ou le radiateur à eau chaude que nous avons dans nos maisons et dans lequel on fait circuler de l'eau. Le panneau solaire thermique, c'est pareil. Son but, il est tout simple. On valorise le rayonnement solaire direct en limitant les pertes. On fait rentrer un fluide froid ou le plus froid possible
dans le panneau et on le fait cheminer tout doucement de telle sorte qu'il monte en température et lorsqu'il sort du panneau, on considère qu'il est réchauffé. On utilise cette chaleur pour aller la distribuer dans un système soit de stockage d'eau chaude sanitaire, le ballon d'eau chaude, soit de chauffage d'un bâtiment, chauffage d'une piscine. Voilà. En fait, on cherche à récupérer de la chaleur thermique, donc de l'énergie thermique, simplement pour essayer de la valoriser ensuite. On est en Bretagne, on n'a pas peur de le dire, on est fiers, mais on a aussi du rayonnement. Quoi qu'on le dise, en Bretagne, il n'y a pas que de la pluie, il y a aussi du soleil. Là, on a une carte, alors qui commence un petit peu à dater, qui date de 2006, sur globalement les moyennes d'irradiation solaire sur la Bretagne. Bon, on voit qu'il y a une certaine disparité. Pour autant, on a quand même du potentiel à valoriser, quel que soit le territoire. Il est sûr qu'en bord de mer et plutôt la côte sud, on reçoit un peu plus d'ensoleillement qu'au nord, mais globalement, on a un potentiel qui est tout aussi pertinent que le nord de la France, ou si je fais une analogie européenne, à l'Allemagne. On ne va pas en Allemagne et en Autriche pour le soleil. Pour autant, le facteur de développement du solaire, il est énorme là-bas. Et pour autant, encore une fois, il y a moins d'ensoleillement que sur la Côte d'Azur. Donc ça veut dire que nous, en Bretagne, on n'a pas à rougir de notre potentiel solaire. On a de la ressource à valoriser. En termes de gisement, on voit globalement, là, si on fait un focus à l'échelle nationale, qu'effectivement, sauf peut-être le centre Bretagne, qui est un petit peu moins riche en fait en heures d'ensoleillement ou en cumul d'énergie reçue au sol. Globalement, on est dans la moyenne nationale si on prend la couleur vert foncé. Donc, il faut y aller. Pour information et pour aussi poser un peu le cadre. Quand je vous parlais des deux technologies, le photovoltaïque d'un côté et le solaire thermique de l'autre, pour bien comprendre les choses, il faut aussi parler énergie, puisque dans les deux cas, on transforme une ressource solaire d'un côté en énergie thermique et de l'autre en énergie photovoltaïque. Dans les deux cas, quand on parle énergie, on ne cherche pas en fait fondamentalement à différencier ce qui est de la chaleur, ce qui est de l'électricité. Ce qu'il faut juste avoir en tête, c'est que en moyenne, on reçoit, sauf comme je l'ai dit juste avant, peut-être en centre-Bretagne, à peu près 1200-1300 kWh d'énergie solaire par mètre carré par an. Si on doit faire la comparaison de ce qu'on peut récupérer avec les deux usages, eh bien pour la même irradiation, 1 mètre carré de panneau solaire thermique avec son stockage récupère en moyenne entre 350 et 600 kWh par an. Là où un panneau photovoltaïque couplé réseau va récupérer entre 120 et 220. Ce qui montre quoi? Ce qui montre qu'à irradiation égale et surface de captage égale, le solaire thermique est 2 fois à 3 fois plus performant que le photovoltaïque. Je ne suis pas là en train de comparer de dire qu'une technologie est meilleure qu'une autre. C'est juste factuel. Ça démontre quoi? Ça démontre que quand on a un besoin de chaleur, mieux vaut plutôt se tourner vers le solaire thermique. Et à l'inverse, quand on a un besoin d'électricité, mieux vaut effectivement se tourner vers le photovoltaïque. Mais de se dire on va utiliser du photovoltaïque pour chauffer via une résistance électrique de l'eau chaude, on se rend compte qu'en termes de pertinence énergétique et de capacité à valoriser la ressource, on est moins efficient. Enfin, un petit tableau qui montre qu'en fait, en Bretagne, on n'a pas que du pétrole sur les côtes à chaque marée noire. On a bien une ressource issue du soleil en équivalence pétrole qui fait qu'on reçoit à peu près par année 120 litres de pétrole par mètre carré. Ce qui fait que si on est capable de récupérer en énergie équivalente 40 à 50%, c'est comme si avec la ressource en énergie solaire, on était capable d'avoir à peu près 55 litres de carburant pour son véhicule ou 40 litres d'eau chaude par jour. Ce qui montre bien qu'on a intérêt à ne pas mettre de côté la chaleur solaire, mais d'une manière générale, la ressource solaire.
Toujours dans le solaire thermique, son but, c'est de produire de la chaleur. Cette chaleur, sauf maintenant avec l'émergence des réseaux chaleur, on ne la vend pas, on la stocke et on l'utilise sur site. Le but premier du solaire thermique, c'est ce qu'on appelle l'autoconsommation. Ce mot, vous l'entendez souvent parler, et encore plus au niveau du photovoltaïque. Il faut savoir que c'est le principe même du solaire thermique, c'est d'autoconsommer. C'est-à-dire que je produis ma chaleur sur site et je la stocke, parce que stocker la chaleur, contrairement au photovoltaïque et à l'électricité, c'est un peu plus complexe. Stocker de la chaleur, on sait le faire. On sait stocker la chaleur dans une maison qui est bien isolée. On sait stocker de la chaleur dans de l'eau, dans des ballons. Et c'est relativement peu coûteux. Donc, l'idée, c'est voilà, je produis sur site, je stocke pour justement essayer de combler les différés d'utilisation entre le moment où je produis et le moment où je consomme. Puisque si on prend l'équivalent, enfin, l'exemple d'une maison, on prend sa douche quand le matin, on va la prendre le soir, mais on va produire en journée. Donc du coup, la production de la journée va nous servir à assumer le besoin en eau chaude du soir et peut-être du lendemain matin. Et puis, vu qu'on aura refroidi le ballon, en fait, on repartira sur une nouvelle journée, sur un nouveau cycle. Les cibles de valorisation de l'énergie sont extrêmement larges. Vous le voyez, la liste, elle est non exhaustive, mais le logement, quel qu'il soit, l'hôtellerie, les campings, les gîtes, qui sont des gros consommateurs d'eau chaude ou de chaleur sur les piscines, surtout que les fréquentations de ce genre d'établissement sont directement liées au pic d'ensoleillement. Donc, on voit bien là qu'on a une cible pertinente à envisager. Tout ce qui est hôpitaux et EHPAD sont des très très gros consommateurs d'eau chaude, et ce à l'année. La restauration, les piscines, les centres aquatiques, tout ce qui est station de lavage, le monde agricole, l'industrie, la GMS, vous voyez, je pourrais passer 3 heures à vous citer, à répertorier les cibles. Il y a de quoi faire. Comme je le disais juste avant, on produit de l'eau chaude et on la stocke. On suit donc une chaîne énergétique qui a pour but en fait de répondre à un besoin. Initialement, on avait peut-être une production d'eau chaude qui était faite par du gaz, par de l'électricité, par du fuel. On a des pertes. On essaie du coup, in fine, de répondre à un besoin, sans perdre quelque chose qui est important, surtout sur la notion de l'eau chaude. Ce sont les normes sanitaires. Peut-être que vous avez entendu parler de la problématique légionnelle. Cette problématique de développement bactériologique, elle est valable pour n'importe quel process de production d'eau chaude. Le solaire thermique n'y échappe pas. Donc, on est obligé d'en tenir compte pour faire correspondre en fait la solution technique de production d'eau chaude aux besoins et à son utilisation, et surtout aux règles. Mais en tout cas, ce qu'il faut bien retenir, c'est que l'intérêt du solaire, en fait, c'est de couvrir en partie les besoins en eau chaude sanitaire, ECS pour eau chaude sanitaire, et si possible, de venir, dans des cas bien spécifiques, compenser les pertes de stockage et de distribution. Entendre distribution, le bouclage sanitaire, qui est un très 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 gros poste de déperdition, puisque c'est considéré comme un chauffage à haute température, une circulation d'eau chaude à haute température, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Et il n'est pas rare de voir que cette consommation énergétique liée au bouclage est 1, 2 à 3 fois supérieure au simple besoin en eau chaude à l'année d'un établissement, par exemple comme un hôtel ou un hôpital. Vous l'aurez vu, le solaire thermique, il sert à consolider son système de production de CS et de générer des économies en énergie primaire, en gaz, en électricité, ou du moins en énergie fossile ou fissile. Il permet de répondre à une problématique environnementale critique et aussi de limiter les impacts des hausses de prix de l'énergie et des taxes induites, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Il permet aussi de donner une image vertueuse auprès d'une population qui est demandeuse. L'écotourisme, par exemple, qui est de plus en plus regardant par rapport à ça, mais d'une manière générale aussi, les collectivités qui ont des orientations énergétiques par leur PCAET de plus en plus engagées.
Mais les entreprises aussi, avec leur démarche RSE, qui cherchent aussi à démontrer auprès de leurs collaborateurs l'ambition de produire mieux et de laisser moins de déchets, et donc d'amener aussi notre image. Et enfin, le consommateur. On parle souvent de signes de richesse. Montrer des panneaux solaires, c'est aussi un signe de richesse extérieure. Ça se montre, ça ne se cache pas. Autant on ne va pas forcément montrer en exposition sa chaufferie, autant on peut trouver de l'intérêt à montrer ces panneaux et à ce qu'ils soient visibles, bien évidemment, à condition qu'ils soient aussi orientés au sud. Mettre des panneaux pour les montrer au nord n'aurait pas d'intérêt. Et puis enfin et surtout, ça peut être aussi un plaisir personnel d'être vertueux, de montrer qu'on est engagé, et c'est une satisfaction personnelle qui aussi a tout son sens. Pour ce faire, sur la Bretagne, en lien avec la région, mais aussi les réseaux et adhérents, l'ADEME a développé l'écoterre. L'écoterre, ce sont les contrats d'objectifs territoriaux au développement des énergies nouvelles. Ce sont en fait des contrats portés par des collectivités, les principales EPCI, justement, pour essayer de massifier le développement des énergies renouvelables thermiques. Et chaque commune, chaque Comcom a aussi des conseillers en énergie partagée qui eux aussi sont formés au solaire thermique, entre autres, mais pas que, pour essayer justement d'accompagner tout porteur de projet. Ces accompagnements se concrétisent sur la réalisation de notes d'opportunité ou de notes de diagnostic. L'idée, elle est simple, c'est d'avant d'envisager la mise en œuvre d'une solution technique comme le solaire thermique, encore faut-il être sûr que ce soit pertinent et que ça colle réellement à un besoin. Encore une fois, c'est une solution de production d'énergie qui est là pour répondre à un besoin, mais des fois, ce besoin n'est pas forcément justifié, ou alors il n'est pas optimisé. La note d'opportunité est donc là pour justement vérifier qu'on ne va pas venir mettre entre guillemets une solution technique sur une jambe de bois. Et ce, sans avoir forcément à s'engager soit dans la contractualisation d'un achat auprès, par exemple, d'un plombier, ou alors de financer une étude pour qu'entendre in fine, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Voilà. Le principe de ces accompagnements-là, c'est vraiment de qualifier l'opportunité et justement d'essayer d'y voir un peu plus clair, surtout quand on n'est pas initié à la technologie. Donc les notes d'opportunité sont simples, elles sont à destination de toutes les collectivités et acteurs professionnels. Le but, c'est quoi? C'est de permettre en fait à un porteur de projet d'avoir une vision sur sa consommation d'énergie et aussi des axes d'amélioration, si besoin est, sur sa façon de consommer. Comment? En appréciant le contexte du site, intérieur, extérieur, structurel. On va vérifier, est-ce que on est bien orienté? Est-ce qu'on n'a pas d'ombre portée? Est-ce que structurellement parlant, si on doit poser les panneaux sur le toit, est-ce qu'il y a un risque de charge, un risque de structure, un risque par exemple d'amiante? Voilà, ces choses-là sont à appréhender, et puis on essaie de regarder le contexte énergétique. Qu'est-ce qu'on consomme? Est-ce qu'il y a une optimisation à envisager? Est-ce que c'est facilement améliorable? La finalité, c'est de permettre en fait à un porteur de projet d'avoir une vision sur sa consommation d'énergie et aussi sur là où les solutions d'amélioration. In fine, le porteur de projet, avec son document, peut savoir après s'il va plus loin et s'il transforme ça sur une étude de faisabilité. L'idée, voilà, c'est de ne pas, entre guillemets, acheter une prestation d'étude si c'est pas pertinent. En fait, voilà, tout simplement. Les notes de diagnostic, ça c'est quelque chose que nous, Atlanson, on porte. C'est pour tous les porteurs de projets qui ont une installation solaire thermique, mais qui aujourd'hui ne savent pas si, elle fonctionne bien, si elle est optimisée, ou tout simplement si elle a des doutes sur celle-ci, et qui potentiellement il faudra engager des frais, mais il ne sait pas si c'est pertinent ou pas. Donc pour ce faire, en fait, on se déplace, on fait une analyse sur site, sur le contexte de mise en œuvre, sur le pilotage, la régulation, et surtout s'il y a une pertinence par rapport aux besoins. Est-ce que l'installation solaire qui a été réalisée a été faite
à bon escient et surtout si elle est justifiée. Ce n'est pas toujours le cas. La finalité, si le défaut de fonctionnement est entre guillemets mineur, c'est l'élaboration entre guillemets la présentation des correctifs simples à mettre en œuvre, un peu comme l'ordonnance lorsqu'on va chez le médecin. Si les défauts sont majeurs ou si c'est complexe, on peut engager un audit complet. L'ADEME Bretagne a à ce sujet un dispositif d'accompagnement à la réhabilitation. Toutes ces accompagnements-là sont dédiés aux professionnels et pas aux particuliers. Enfin, je vous ai parlé de l'ADEME. L'ADEME a un dispositif de soutien technique et financier qui s'appelle le Fonds Chaleur. Là, encore une fois, destination des professionnels et des collectivités. Le particulier, lui, a le droit aujourd'hui à ce qu'on appelle le crédit d'impôt ou les aides équivalentes au crédit d'impôt. Le Fonds Chaleur, son but, c'est quoi? C'est d'accompagner en fait un maître d'ouvrage sur tout son projet, de l'étude de faisabilité, ou voire même en amont à la mise en place en fait de la note d'opportunité, à l'installation, la prise en charge du matériel, du suivi de chantier et de l'AMO, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, jusqu'à sa réception. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que sur toute la genèse d'un projet, en gros, l'ADEME accompagne l'étude jusqu'à 60, voire même 70% en fonction des porteurs de projet, et peut avoir un accompagnement pour des installations comprises entre 25 et 50 mètres carrés. La porte d'entrée pour pouvoir prétendre au dispositif de Fonds Chaleur, c'est 25 mètres carrés, sauf pour les territoires ayant un COTER, un contrat d'objectif territorial, où il n'y a pas de seuil d'entrée, puisqu'en fait, le territoire ayant souscrit en fait un contrat de massification, en fait, il s'est engagé à développer, par exemple, 500 ou 1000 mètres carrés de panneaux solaires thermiques sur la durée de son contrat. Donc, lui, le but, c'est qu'il ait le maximum de projets à émerger. Et donc, l'aide forfaitaire est comprise en fonction des porteurs de projets, entre 35 et 55 € du mégawattheure sur 20 ans. Je sais que ça ne vous parle pas forcément. Donc, juste pour vous donner un ordre d'idée, une centrale solaire thermique qui produit à peu près 32 mégawattheures par an, ce qui est déjà une belle installation, pourrait prétendre à une aide financière d'à peu près 35 000 €. Voilà un petit peu ce qu'il faut avoir en tête. Quand je vous parlais des COTER, encore faut-il savoir où ils sont et qui ils sont. Vous avez ici une carte que vous pourrez aussi, avec le document, vous pourrez le télécharger. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, les départements bretons présentent des territoires ayant un COTER. Je me rends compte juste d'une chose, il manque le pays de Vannes, qui vient tout juste de l'avoir, mais en gros, sur l'île-et-Vilaine, vous pouvez en compter deux, la Lègue des Pays de Rennes, le pays de Fougères. Sur les Côtes d'Armor, vous avez Saint-Brieuc, Aglo et LTC, la Trégor Communauté. Sur le Finistère, Énergence, donc Pays de Brest et la Lécob. Et enfin, comme je le disais, sur le Morbihan, Lorient Aglo et GMVA. Pontivy-la-Veille ne l'a plus. Voilà. En dehors de tous les territoires couverts par ces agglomérations ou ces COTER, la porte d'entrée sera de 25 mètres carrés. Voilà. J'en ai fini sur la partie solaire thermique. J'espère ne pas avoir été trop long. Je vous laisse peut-être aux questions. Alors, c'est parfait pour le timing. J'ai quelques questions qui émergent sur le chat. Je te les pose dans l'ordre d'arrivée. Où trouver des associations qui proposent de fabriquer son propre capteur thermique en Bretagne, mais aussi à Nantes? Alors, en Bretagne, il y a Aeseo. En Pays de Loire ou sur Nantes, je n'en ai pas connaissance. Mais je vais me renseigner. Ok. Quelle serait la production solaire thermique par an si l'installation était couplée à un réseau type réseau de chaleur, par exemple? Alors, c'est complexe. C'est complexe puisque la productivité d'une installation solaire thermique dépend clairement du besoin. Donc, c'est-à-dire que plus on va demander à l'installation, qui est dimensionnée aussi en fonction des besoins, mais plus on va lui demander de produire, plus on va lui donner en fait de l'eau à chauffer, plus elle va produire. Je vous donne un exemple tout bête. Alors,
c'est pas forcément la réponse directe, mais prenons l'exemple en fait d'un camping qui est ouvert du 15 mai au 15 septembre. S'il a une installation solaire, son installation solaire va produire sur cette période-là. Mais sauf que l'irradiation que va recevoir l'installation, elle va moduler sur 12 mois, sur l'année. Si je fais la comparaison à un camping équivalent qui, lui, est ouvert 12 mois de l'année, eh bien, en fait, on va avoir dans le deuxième cas une production des panneaux qui va être supérieure. Pourquoi ? Tout simplement parce que les panneaux vont produire sur une plage horaire plus longue. Donc, pour en revenir à la question en fait, du réseau chaleur, le couplage à un réseau chaleur, lui, normalement, fonctionne à l'année, avec peut-être moins de besoins estival qu'hivernal. Maintenant, on est dans des cas de figure vraiment spécifiques et en termes de productivité à l'année, on est sur des productions qui sont aux environs de 500 à 600 kWh, voire même plus. Mais là encore, ça dépend aussi de la technologie qui est utilisée au niveau des panneaux. Là, on est vraiment sur quelque chose qui est très spécifique. Ok, merci. Question suivante, est-ce que le solaire thermique peut suffire à couvrir les besoins de chauffage en Bretagne ? Alors, d'une manière générale, le solaire thermique, et c'est bien ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je ne l'ai peut-être pas assez appuyé, le solaire thermique, qu'il soit destination de l'eau chaude sanitaire, qu'il soit destination d'un process de chauffage, d'un process industriel ou autre, n'a pas pour but d'assurer 100% des besoins. Pour une raison toute bête, c'est que si on prend l'exemple du chauffage, on va devoir demander à une solution technique d'assurer les besoins dans la période où on a le moins de chauffage. Quid de la période où on n'aura plus besoin de chauffage, c'est-à-dire les beaux jours, et où on sera sur le pic de l'ensoleillement. Le but d'une installation solaire n'est pas de produire 100%, de couvrir 100% des besoins, ça s'appelle un risque de surdimensionnement avéré, mais il a pour but de fonctionner au mieux toute l'année et de venir combler de manière épisodique, 10% peut-être en janvier, 13% en octobre, et puis 95% des besoins, ou peut-être même des fois 100% des besoins en été. Maintenant, ça fonctionne. Encore une fois, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le solaire thermique n'est pas un substitut à une énergie d'appoint, il est là pour venir limiter le recours à une énergie d'appoint. L'exemple tout bête, il suffit qu'il y ait un jour pas de soleil, pour ne pas pouvoir bénéficier de cette chaleur-là, même si on l'a stockée aussi. Maintenant, pour en revenir à la question de base, est-ce que le système solaire thermique fonctionne en chauffage ? Moi, par exemple, j'ai une installation solaire thermique chez moi qui assure mon eau chaude et mon chauffage. Je couvre 58% de mes besoins en eau chaude et chauffage à l'année. Ok. Question suivante, quelles sont les conditions de réalisation des notes de diagnostic dont tu parlais tout à l'heure ? Alors, les conditions des notes de diagnostic sont sur tous les territoires couverts par un cotère, c'est de se rapprocher auprès des cotères qui ont la capacité et sont formés justement pour ça. En dehors de ça, c'est nous, Atlansun, en fait, qui les portons dans la mesure de nos possibilités, de nos disponibilités. Ok. Alors, il y a quelques questions qui arrivent encore. Je t'en pose une dernière et on répondra aux autres par écrit. Concernant la faisabilité structurelle, est-ce qu'il y a un guide méthodologique qui permet aux propriétaires, voire aux copropriétaires, de savoir s'ils peuvent installer des panneaux sur leur toiture ? La question étant posée dans un objectif de massification des installations et de réduire et de mutualiser les coûts de diagnostic également. Alors, il n'y a pas de guide méthodologique, puisque en fait, tout va dépendre en fait de la technologie utilisée. Ce qu'il faut juste retenir, c'est qu'en gros, un panneau solaire thermique posé, c'est à peu près 25 km². Donc, toute la question de savoir, c'est est-ce que, la structure est porteuse. Pour ça, lorsqu'on est dans un bâtiment ancien ou autre, c'est d'avoir recours à une analyse structurelle. Mais encore une fois, cette analyse structurelle doit se faire lorsque on a la connaissance en fait de la surface optimale en fait à mettre en œuvre, puisque la surcharge, elle va être fonction en fait de la surface de panneau en fait à envisager. Maintenant, il faut savoir qu'il y a un guide
d'intégration architecturale. Alors, quand je dis intégration, ce n'est pas intégrer un panneau à un toit, hein, c'est le déploiement du solaire, qu'il soit thermique ou photovoltaïque, sur le contexte architectural des bâtiments. En lien, entre autres, avec les architectes des bâtiments de France, les CAUE, c'est quelque chose qui est en train d'être travaillé et sur lequel j'espère qu'on pourra le diffuser ou le rendre diffusable prochainement. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je propose qu'on passe à la deuxième partie consacrée au photovoltaïque. Et si on a un petit peu de temps à la fin, on reviendra sur les questions qui sont restées en suspens ici. Ok. Donc, le solaire photovoltaïque. Ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, cette technologie, elle est extrêmement plébiscitée et vous en entendez beaucoup, beaucoup parler. Par le passé aussi, pas forcément en bon escient avec la question du moratoire et tous les couacs qu'il y a pu avoir. Mais aujourd'hui, vous entendez beaucoup parler. Pourquoi? Parce que déjà, la profession s'est extrêmement éclaircie, entre guillemets, c'est professionnalisé, c'est à améliorer en fait ses performances et donc du coup, d'une manière générale, a permis de s'assainir sur le projet en règle générale. On est aussi à un changement de paradigme, c'est-à-dire qu'on est à la croisée des chemins entre, d'un côté, le prix de l'électricité achetée réseau qui augmente, à la fois sur le prix de l'électron, mais aussi sur toutes les taxes, et de l'autre côté, le prix de la technologie photovoltaïque qui chute, et donc qui permet d'avoir un prix de l'électricité produite par les solutions photovoltaïques qui sont aujourd'hui relativement compétitives et même dans certains cas de figure moins chères que ce qu'on pourra acheter sur le réseau. Donc aujourd'hui, on est vraiment à une croisée des chemins, ce qui explique aussi une chose, c'est qu'aujourd'hui, on peut considérer que le photovoltaïque n'est plus aidé, mis à part sur les tarifs d'achat de l'électricité que propose l'État, et en l'occurrence la CRE, mais aujourd'hui, rares sont les fois où le photovoltaïque sera subventionné. Et la raison, elle est simple, c'est qu'en fait, aujourd'hui, elle est compétitive. Le photovoltaïque a donc vu son prix baisser quasiment par 10, divisé par 10 en 10 ans. Et parallèlement à ça, a vu ses rendements améliorer. Rendement de production des panneaux à surface égale, mais aussi rendement de transformation au niveau des onduleurs. C'est fiabilisé. Aujourd'hui, on parle de 25 à 30 ans de garantie à plus de 80% d'efficacité des panneaux ou de chute de performance. Donc, on a vraiment un contexte, technologique qui est favorable et qui continue toujours à avancer. On est aussi sur des éléments structurants qui permettent aussi de donner une certaine variabilité aussi au niveau du coût d'une installation. La première, c'est la taille de l'installation, hein, très clairement. Plus l'installation sera grande, plus le coût du kilowattheure ou du wattheure produit sera faible. Et puis, on a aussi aujourd'hui deux modes de valorisation qui apparaissent. Ce que vous connaissiez par le passé, la vente. Je produis de l'électricité sur site, je vends à un acheteur obligé. Ou alors, je l'autoconsomme, partiellement ou totalement. Juste pour remettre un petit peu des idées en place, lorsqu'on compare trois typologies d'installations photovoltaïques, la maison individuelle, sur une installation de 3 kW, quel que soit le mode de valorisation, voilà, il faut savoir que c'est à peu près 40%, c'est le prix de l'installation, 15% le raccordement ou la partie électrique, 24% le matériel, les modules, 25% tout ce qui va être les fixations, onduleurs et compagnie. Si on passe maintenant sur le côté toiture industrielle, 100 kW, c'est-à-dire en gros ce qui permet ça fait à peu près 500 mètres carrés pour avoir une idée de taille en tête. En fait, on se rend compte qu'on a des coûts qui varient, c'est-à-dire que contrairement à une maison, le coût d'installation, ça sera que 24%. Le coût du raccordement, lui, sera de 10%. Par contre, on aura 39% du coût, ça sera le prix des modules
Et on se retrouve par contre avec des coûts de 5% à peu près liés au bâti, études structurelles, renforcement de charpente. Puis si on passe au sol, en fait, on se rend compte que là, le coût de l'installation, de raccordement de l'étude ne représente plus qu'une faible part par rapport au prix du module et le prix des systèmes hors module. Tout ça pour montrer qu'en fait, en fonction de la taille et donc de la puissance de l'installation, et ben en fait, l'impact en fait des montants en fonction de tout ce qui compose une installation varie. Aujourd'hui, il y a globalement différents types d'usages du photovoltaïque. Ce qu'on connaissait par le passé, la toiture, avec des centrales photovoltaïques sur bâtiments, ou ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'un système photovoltaïque n'a pas pour but d'assurer l'étanchéité, et ayant en tête qu'à peu près 5 mètres carrés d'un module, ça produit à peu près 1 kW. Voilà, pour que vous ayez un ratio en tête. Une ombrière, vous en voyez de plus en plus sur les parkings. Ça permet quoi? Ça permet en fait de valoriser une surface avec un ensoleillement important, mais sans grignoter l'utilisation de cette surface-là, contrairement en fait de la pose au sol. Et là, si vous devez avoir une petite idée en tête, c'est qu'une place de parking représente à peu près 3 kW de production. Et enfin, la centrale au sol, où là, on ne peut le faire que dans des cas très spécifiques de sites dégradés, anthropisés, des centres d'enfouissement, des anciennes carrières, des friches industrielles. L'idée étant de ne pas grignoter la terre agricole. On en a besoin et on en aura toujours besoin de cette agriculture. Mais par contre, sur tout ce qui ne peut pas être valorisé, eh bien, à court, moyen, long terme, eh bien, effectivement, ça peut avoir du sens. Ayant en tête, là, cette fois-ci, qu'un hectare représente à peu près 1 mégawatt en puissance. Ça vous permet, en fait, d'avoir une petite notion. Je ne vais pas m'étendre sur les modes de valorisation du solaire, parce que chaque cas est un peu spécifique. Mais ce tableau-là répertorie globalement les modes d'usage et surtout, en fonction de l'endroit où on vient poser les panneaux, que ce soit sur une toiture, sur une ombrière, au sol, et on a même intégré le solaire thermique pour que vous ayez un petit peu cette notion-là, et ben, vous allez avoir en face, en fonction du mode de valorisation, si c'est la vente de l'autoconsommation avec surplus ou autoconsommation totale sans injection, ben vous allez avoir en fait les surfaces et les coûts induits ou les méthodologies. Par exemple, je vais vous donner un exemple tout bête. Je fais une installation en vente jusqu'à 500 mètres carrés, donc jusqu'à 100 kW. J'ai un tarif d'achat qui est fixe. Passer cette surface-là, et en sachant que c'est en train de changer, en gros, je suis soumis à un appel d'offres creux. C'est pour ça que vous ne voyez pas souvent, ou du moins dit autrement, souvent les installations sont limitées pour ne pas être soumis aux contraintes d'appel d'offres à 100 kW pour justement simplifier le déploiement des installations. Comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, le lien entre la taille d'une installation et le coût photovoltaïque en toiture, on voit qu'il décroît. Donc très clairement, aujourd'hui, une installation de 3 kW, soit à peu près 15 mètres carrés, on est à peu près à 13 centimes du kilowattheure. Là où sur une installation de 36 kW, on serait plutôt aux environs de 10, et pour un mégawattheure à 6. Pour des coûts d'investissement, par contre, qui sont compris, on va dire, entre 2,3 pour une installation à typologie particulière. Le 15 mètres carrés, 3 kW, c'est à peu près à 2,3 euros, 2,3 kilo donc, par kilowatt. Là où, posé au sol, on sera aux environs de 0,85. Donc là aussi, on voit la différence entre, d'un côté, le coût de la production photovoltaïque et puis aussi le coût de l'investissement. Là aussi, le lien entre le coût d'une installation en ombrière, il varie en fonction du nombre de places. Vous l'imaginez bien, plus l'ombrière sera de taille importante, moins le coût de l'investissement sera important, mais aussi moins le coût
de la production sera grand. Idem au sol. Avec cette fois-ci des coûts par contre en termes d'investissement qui sont et de coûts de production qui sont beaucoup plus infimes, mais parce qu'on arrive sur des surfaces beaucoup plus importantes. En termes de, si on doit faire une synthèse, des modèles d'affaires en photovoltaïque, en gros, vous avez là plusieurs petits points. En gros, je dispose d'un parking ou d'une toiture, je souhaite investir ou non, il y a différentes solutions. Je souhaite investir, on peut le faire sur l'investissement propre, l'idée étant d'avoir une rentabilité financière. Ou alors, je ne souhaite pas investir, parce que je consomme peu ou pas d'électricité. Par exemple, je mets en location, je fais une location de toiture ou de parking, ça me fait un revenu complémentaire et puis ça me permet d'atteindre les obligations liées à la loi climat-énergie, mais cette fois-ci sans investissement. Ou alors, je consomme de l'électricité, mais j'ai toujours pas envie d'investir, et là, dans ces cas-là, je fais de l'hébergement de centrale. Donc, j'ai donc une économie factuelle sur ma consommation d'énergie, et puis là, cette fois-ci, je rentre aussi, encore toujours, dans les atteintes de l'obligation de la loi énergie-climat. Et puis, sinon, je dispose d'un foncier, et là, je souhaite investir ou non. Et là, à chaque fois, si j'investis, c'est une question de rentabilité financière non risquée, puisque on sait exactement, avec un tarif d'achat, combien ça va nous coûter et combien ça va me rapporter. Ou alors, on fait de la location foncière, avec l'idée d'atteindre des obligations sans investissement et puis de pouvoir aller chercher un revenu complémentaire. L'autoconsommation. L'autoconsommation, le but, c'est quoi? C'est, comme pour le solaire thermique, je consomme l'énergie que je produis. Ne pas confondre autoconsommation et autonomie. L'énergie produite peut satisfaire 100% des besoins, ça c'est ce qu'on appelle l'autonomie, ou une partie. Une des questions aussi qu'on retrouve, c'est l'autoconsommation ne veut pas dire être en site isolé. On peut produire de l'énergie, en l'occurrence de l'énergie photovoltaïque, et être raccordé au réseau. De la même manière, on peut produire de la chaleur et être raccordé au gaz. L'idée, c'est qu'en fait, on consomme instantanément ce que l'on produit ou on le stocke, et on achète au réseau et où on utilise en allant récupérer l'énergie stockée lorsqu'on n'est pas en capacité de produire. C'est l'éternel sacro-saint entre le déphasage entre le moment où je produis et le moment où je consomme. Ce qui est plus facile en fait à faire sur le stockage avec le thermique que le photovoltaïque. Est-ce que l'autoconsommation est adaptée à tous les besoins? D'une manière générale, oui. D'une petite installation pour un particulier à des toitures plus ou moins grandes pour des industriels, et ceux qu'on mette en place du stockage ou non. Et enfin, l'autoconsommation permet de mieux maîtriser sa facture d'énergie, parce que à partir du moment où on a investi, on a un prix du kilowattheure qui est constant sur toute la durée d'amortissement de l'installation. Et surtout, une fois que l'amortissement est assumé, le prix du kilowattheure n'a pas de facture et n'impacte rien puisqu'il est à 0 €. Donc, il y a de la pertinence et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on voit que cette solution de l'autoconsommation, on en parle de plus en plus. Maintenant, quand on parle d'autoconsommation, on parle aussi de la décomposition d'une facture. Là, vous avez rapidement sur des contrats de fourniture basse tension à plus de 36 kg, la part d'un côté de la fourniture en bleu à 37%, la part du coût du réseau en vert à 30%, la fiscalité liée à l'énergie en jaune à 17% et puis la TVA. Ça ne se voit pas, c'est dommage. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque vous autoconsommez, vous autoconsommez et vous faites de l'économie sur tout ce qui est lié au réseau et la fiscalité de l'énergie, puisque vous n'avez pas, et donc à la TVA, puisque vous ne rentrez pas dans l'achat et le recours à l'énergie issue du réseau. Donc vous vous rendez compte quand même que sur votre facture d'électricité, à partir du moment où vous autoconsommez, eh bien, vous annulez une grande partie des coûts de votre facture qui ne sont pas liés à l'électron, mais qui sont liés en fait
au pas réseau, fiscalité, TVA induite sur l'achat de l'électron en règle générale, issu du réseau. Les modèles d'affaires en autoconsommation sont aussi très larges. J'ai un parking, une toiture, je ne consomme qu'une partie de ma production, je veux investir, je peux faire de la vente de surplus. On fait de l'économie sur sa facture et on vend le surplus à l'État avec un prix qui est supérieur en fait au marché. Et ces tarifs, encore une fois, sont donnés par l'État. Je peux consommer toute ma production, et là, dans ces cas-là, je souhaite investir, donc je rentre dans le cadre de l'autoconsommation sans injection. Je fais des économies, j'ai une visibilité à long terme sur mon coût de l'énergie, et puis surtout, je rentre dans les obligations loi énergie-climat. Ou alors, je ne souhaite pas investir, et là, je rentre dans le tiers investissement. Et là, les intérêts sont aussi les mêmes. Ou alors, j'ai un foncier, et je peux consommer toute la production. Et donc là, deux possibilités. Soit je souhaite investir, soit je ne souhaite pas. J'en ai fini pour la partie photovoltaïque. Peut-être plus de questions à venir ou pas. Je me tiens à votre disposition en tout cas. Alors écoute, dans un premier temps, Morane, il n'y a pas de questions spécifiques au photovoltaïque qui sont arrivées sur le chat. Par contre, du coup, je te propose une précision. Les slides seront bien mis à disposition, seront transmises à l'ensemble des personnes qui sont inscrites. Elles sont téléchargeables. Ouais, tout le support sera téléchargeable. Voilà. Et puis, avant de revenir sur 3 questions, en complément à la question qui a été posée tout à l'heure, j'ai mis un lien dans le chat vers le site d'une association qui propose du low-tech pour la construction de capteurs thermiques du côté de Nantes. Voilà. D'accord, ok. Alors, les quelques questions. La note d'opportunité donc pour le solaire thermique est-elle accessible aux particuliers? Et si oui, à quel prix? Alors, nous, Atlanson, on n'intervient pas auprès des particuliers. Le particulier est orienté, mais d'une manière générale, pour les relais énergie écotère, sont orientés vers les points info énergie. C'est leur but, en fait. Le particulier, lui, va s'orienter vers les points info énergie, et puis, contrairement aux professionnels ou collectivités qui ont recours aux services énergie propres à leur territoire. Autre question, si on n'est pas connecté à un réseau de chaleur, comment est-ce qu'on peut valoriser la surproduction d'été? Si on n'est pas raccordé à un réseau chaleur, je ne comprends pas trop la question, puisqu'on n'a pas tous de réseau chaleur. Là, j'imagine que la question va dans le sens de comment, on a un capteur solaire thermique, en été il va évidemment produire, on a peut-être des besoins moindres en eau chaude. Comment est-ce qu'on peut valoriser cette ressource, cette énergie d'une autre manière, quoi? Donc ça répond totalement en fait à la question et à un point sur lequel j'ai appuyé tout à l'heure, c'est qu'en fait une installation solaire thermique n'a pas pour but de produire 100% des besoins, justement entre autres pour éviter ce phénomène de surchauffe estivale. C'est-à-dire qu'on dimensionne effectivement en une installation solaire thermique en tenant compte des pics des besoins, mais aussi en tenant compte aussi de la courbe d'irradiation du soleil. Le but, c'est pas de produire 100% des besoins en hiver, parce que fatalement, on va se retrouver à avoir une installation en souffrance et donc en surchauffe l'été. L'idée, c'est d'avoir une installation qui souffre le moins possible. Donc, du coup, on diminue la surface. Alors après, il y a des solutions technologiques qui existent, comme l'auto-vidangeable. J'ai fini de chauffer mon ballon, j'ai fini de chauffer ma piscine ou ma maison, mes panneaux se vidangent, pour limiter en fait ce phénomène de surchauffe et de dégradation du matériel. Mais s'il y a bien une chose qu'il faut retenir, c'est qu'on ne surdimensionne jamais une installation solaire. Ça ne mènera qu'à des contraintes de surcoûts initiaux, des contraintes de productivité et de durabilité du matériel, et donc du coup de surcoûts connexes liés à un SAV, une maintenance trop excessive. Alors, une dernière question pour finir avec le thermique. Est-ce qu'il y a des pistes pour réduire les coûts du solaire thermique? On parle là d'installation et d'entretien. La personne qui pose la question dit « Aujourd'hui, le modèle économique ne fonctionne pas sans subvention ». Alors,
ce qu'il faut repréciser, effectivement, aujourd'hui, le solaire thermique n'est pas très plébiscité pour plusieurs raisons. Un manque d'image, un manque de communication, et puis parce que, faut le dire aussi, ça reste encore une technologie qui est chère. Maintenant, remettons juste en face le pourquoi est-ce qu'il est cher. Tout simplement parce qu'il est peu demandé. Et pourquoi il est peu demandé? Parce qu'en fait, en face, on a un prix de l'énergie qui est difficilement attaquable. Quand on voit aujourd'hui le prix du kilowattheure gaz, ou même s'il tend à augmenter beaucoup le prix du kilowattheure électrique, on est peu compétitif. Par contre, en Allemagne ou en Autriche, si on y va, le prix de l'énergie là-bas est totalement différent, et ils n'ont pas mis longtemps à comprendre tout l'intérêt d'avoir recours en fait à cette technologie-là, malgré le fait qu'ils ont un potentiel solaire qui est totalement différent du nôtre. Donc on a là une des explications très clairement, et ne nous mentons pas, une technologie aujourd'hui qui est subventionnée, c'est une technologie qui a du mal à vivre. Aujourd'hui, l'ADEME l'accompagne parce qu'elle veut le démocratiser et démultiplier les installations. Mais ce n'est pas quelque chose qui doit s'inscrire dans la durée. À partir du moment où demain le prix de l'énergie fossile et fissile augmentera d'une manière significative, et ça nous pend au nez, vous verrez très vite que les technologies de production ENR seront tout aussi pertinentes. Maintenant, si on fait l'analogie entre une chaudière bois et une chaudière gaz, on se rend compte qu'aujourd'hui aussi le bois, même si la ressource en énergie est peu onéreuse, reste quand même beaucoup plus cher. Demain, le calcul s'inversera très rapidement quand le prix du gaz augmentera. Alors, quelques questions sur le photovoltaïque. Est-ce qu'il y a la possibilité d'un accompagnement type note d'opportunité et diagnostic pour le photovoltaïque? Oui, tout à fait. C'est des choses qui sont possibles. Il faut juste avoir en tête que d'une manière générale, aujourd'hui, le photovoltaïque est relativement rare sont les fois où l'opportunité n'est pas avérée. Et donc très très vite, en fait, il est pertinent de prendre contact en fait avec des professionnels ou de se rattacher auprès des relais énergie des territoires qui ont aussi souvent l'ambition de développer d'une manière significative la technologie sur le territoire. Je prends l'exemple, je sais que GMVA, Vanaglo le fait beaucoup, mais Brest Métropole aussi, par exemple. Alors, une question sur la ressource. Est-ce que la raréfaction de la ressource sable et silicium ne va pas à terme poser un problème pour la filière photovoltaïque? Alors, pour l'instant, sur la ressource en silicium, on a de quoi voir venir. Ce qu'il faut juste avoir en tête, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on est sur une technologie qui consomme en fait de la ressource, tout comme aussi le solaire thermique, tout comme la fabrication de chaudières, de voitures ou autres. Ce qui est sûr, c'est qu'en fait, aujourd'hui, plus que la ressource à proprement parler neutre, la recherche ne se porte pas forcément sur la valorisation, enfin, s'interroge sur la pérennité de la filière en silicium, mais s'interroge plus sur la façon dont on va pouvoir essayer de traiter tout le parc ancien, puisqu'aujourd'hui, on a à peu près à 95% de taux de retraitement en fait d'un panneau photovoltaïque. Et pourquoi on n'arrive pas à 100% contrairement aux panneaux solaires thermiques? À cause d'une problématique, c'est les couches de colle, puisque un panneau photovoltaïque, c'est un sandwich. Et en fait, les colles qui composent ce sandwich sont extrêmement compliquées à enlever. Et c'est ça, en fait, qui pose problème aujourd'hui. Et la recherche, en fait, aussi se fait là-dessus, plus sur d'autres solutions, comme le PV organique, ce que propose Armor sur Nantes, ou d'autres moyens photosensibles. Alors, une question sur le développement des communautés énergétiques. Qu'est-ce qu'il en est du développement de ce type de communauté, à l'image de ce qui a pu être fait à IE, par exemple, récemment? Alors, il faut savoir que les communautés énergétiques, c'est quelque chose qui se développe. Il y a une directive européenne qui est en train, en fait, d'être mise justement sur la démocratisation des communautés de production énergétique ou citoyenne. C'est quelque chose qui va se développer en France.
donc la fameuse directive européenne est en train d'être traduite pour être exploitée et valorisée à l'échelle du territoire français. Après, il y a beaucoup de choses qui existent sur l'accompagnement citoyen, comme ce que le met d'ailleurs Bruno Livori dans les commentaires avec le réseau Taranis, par exemple. C'est des choses qui existent. On en est aux prémices, tout comme l'autoconsommation collective qui met un peu de temps à se mettre en place, question de réglementation principalement. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va se voir de plus en plus mis en avant et qui va se développer. Alors, tu parlais à l'instant d'autoconsommation collective. Une question concernant la rentabilité économique. Est-ce qu'il n'y a pas des possibilités de financement ou de subvention? Alors, sur l'autoconsommation collective, il n'y a pas de, comme j'ai dit, il n'y a pas de subvention. On est sur le projet peut être entre guillemets aidé sur la phase étude, sur la phase conception, mais pas foncièrement sur la phase, sauf cas exceptionnel ou symptomatique sur des cas très spécifiques. Mais aujourd'hui, on n'est pas sur ce parti-là. L'autoconsommation aujourd'hui collective est en train de se développer, mais pose des problématiques à la fois sur le périmètre, sur l'encadrement, puisque ça nécessite une question de pilotage avec ce qu'on appelle une PMO, une personne morale organisatrice, qui vient un peu chapeauter toute l'organisation en fait liée au principe de l'autoconsommation collective, entre la centrale qui produit, qui va vendre son électricité, de l'autre côté les consommateurs qui vont avoir recours partiellement à l'énergie issue de la production. Donc il y a la question de refacturation, d'encadrement. Donc juridiquement, c'est un petit peu complexe. C'est ça aussi qui fait que ça traîne un petit peu. Alors, une question d'ordre un peu plus général, à la fois pour le photovoltaïque ou le thermique. L'orientation de la toiture, tu as parlé tout à l'heure d'une orientation sud qui était à privilégier, mais quand on est orienté est ou ouest, est-ce que ça reste pertinent d'envisager une installation? Tout ça se mesure. Je ne vais pas dire un nom ferme. Ce qui est sûr, c'est qu'aller chercher le plein sud, c'est ce qu'il y a de mieux. Maintenant, aujourd'hui, on sait valoriser les pans de toiture est-ouest. Mais encore une fois, ça se calcule et tout va dépendre en fonction du besoin. Un besoin, par exemple, d'autoconsommation. Si par exemple l'autoconsommation, là, alors thermique ou photovoltaïque, démontre qu'en fait on a une consommation qui est peut-être plus du matin ou plus que du soir, bon, on a peut-être intérêt justement à se dire, bah tiens, si je produis, si je consomme plus le matin, j'ai peut-être plus intérêt en fait à être orienté est. Et inversement, à être peut-être plus ouest le soir. L'idée du sud, en fait, c'est d'avoir un spectre d'irradiation qui soit le plus long possible. Maintenant, lorsqu'on est sur des toitures est-ouest, mais par exemple à très faible pente, c'est aussi relativement jouable. Encore une fois, on est vraiment sur du cas par cas. C'est donc pas un nom ferme, c'est vraiment l'usage qui va donner s'il y a un intérêt technico-économique ou pas. Et je dis bien technico-économique, puisque on est quand même sur des solutions qui ont un certain coût, qui ont pour but de produire de l'énergie, donc de permettre de générer soit un revenu, soit des économies. Encore faut-il que la mise en œuvre soit aussi cohérente. Voilà. Alors, on arrive quasiment au terme de ce webinaire. Je te propose une dernière question qui va en regrouper peut-être plusieurs, enfin dans le même esprit. Les mauvaises pratiques commerciales qui sont toujours présentes dans le photovoltaïque individuel. Est-ce qu'il y a des actions prévues, comme c'est le cas pour l'isolation thermique par extérieur? Et autre question qui allait dans le même sens, la mauvaise presse du photovoltaïque a-t-elle également impacté le marché du solaire thermique? Donc il y a la notion de réputation là quelque part qui intervient. Oui, alors comme je l'ai dit, aujourd'hui, le solaire photovoltaïque a su se reconstruire. Il a mis le genou à terre, moratoire entre autres, et il a su se remobiliser, se restructurer, à la fois sur les qualifications, à la fois sur justement des réseaux un réseau qui est vraiment encadré. Je ne vais pas vous dire que des margoulins, il n'y en aura pas. Très clairement, il y en aura autant que de solutions techniques et technologiques qui existent.
La seule chose aujourd'hui, c'est que globalement, le métier s'est assaini. Maintenant, effectivement, ça a fait des taches d'huile. Et on a du mal en fait à les effacer. Et une mauvaise expérience, un mauvais exemple fait toujours plus de pub que quelque chose qui marche. Voilà. Aujourd'hui, tout est fait par les contrôles, par les qualifications et encore une fois par les exemples pour savoir si une structure est pertinente, cohérente ou pas. Maintenant, si nous, Atlanson ou d'une manière générale, tous les systèmes d'accompagnement proposés par l'ADEME ou les collectivités sur ce genre de technologie, entre les notes d'opportunité, c'est justement pour éviter ces problématiques de démarchage commerciaux et qui sont poussifs et qui poussent à la vente sans tenir compte en fait vraiment du principe même et de la technologie, mais aussi des besoins. La note d'opportunité a donc son but, il est là, c'est de lever au maximum tous les liens et surtout de vérifier si c'est pertinent ou pas. Et on le dit, nous, on n'est pas là pour vendre, d'ailleurs, on ne vend rien. On est uniquement là pour éviter que les erreurs du passé se retrouvent demain et fassent encore d'autres taches d'huile. Ok, merci beaucoup Morane. Je propose qu'on arrête là, le temps est écoulé. Alors il reste quelques questions, on ne les oublie pas et on tâchera d'apporter des réponses par écrit dans les jours qui viennent. Merci à chacun d'entre vous d'avoir assisté à ce webinaire. J'espère qu'il aura répondu à vos attentes et aux premières questions que vous pouviez vous poser. Merci beaucoup à Morane pour cette présentation très claire et d'avoir joué le jeu des questions-réponses en direct. Et je remercie également Bénédicte d'Atlanson qui a beaucoup œuvré dans la préparation de ce webinaire en amont avec nous. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous un bon appétit parce que c'est l'heure, une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine et à très bientôt pour continuer à parler des énergies renouvelables et notamment des énergies solaires. Merci à vous en tout cas, en espérant avoir été clair et ne pas avoir trop parlé. À votre disposition en tout cas, vous pourrez télécharger la présentation à l'issue de ce webinaire. On se tient à votre disposition et puis en attendant, comme c'est d'usage et encore plus dans ce contexte, prenez soin de vous et puis ayez confiance, le soleil arrive et il traitera beaucoup de mots. Bonne fin de journée à vous. Au revoir. Au revoir.